Voilà, il est 19 heures. Bah écoutez, bonjour à toutes celles et à tous ceux qui sont devant leur écran d'ordinateur ou sur leur téléphone pour regarder cette émission. Il y a de l'écho dans mon salon. Et pourquoi il y a de l'écho? Bah parce que moi j'aime bien parler d'écho, d'emploi, de ce qui se passe, des gens qui font des choses. Et puis dans mon salon, bah, tout simplement parce qu'on est dans mon salon. Hein, vous voyez, je suis assez basique comme garçon. Aujourd'hui, je voulais recevoir Christelle Lelekaroff, qui est à mes côtés. Elle est directrice territoriale de l'OFI, l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Elle va nous dire qu'est-ce que c'est que cet office, qu'est-ce qu'elle y fait, d'où elle arrive, etc., etc. Alors, bien entendu, vous pouvez poser des questions. Je vous y encourage d'ailleurs, si vous avez des questions à poser sur l'OFI, sur ses actions. Attention, connaissez la règle. Chez moi, il n'y a pas de mauvaises questions. Il n'y a que des questions sympas. Si vous commencez à avoir des questions qui sont un peu tendancieuses ou quoi que ce soit, je ne les pose pas. Et puis voilà, on n'est pas là pour ça. On est là pour discuter, pour apprendre, pas pour s'écharper. Alors c'est vrai que le sujet est particulier. Hein. Le sujet de l'immigration est particulier. Moi, c'est un sujet que je ne connais pas particulièrement. C'est pour ça que j'ai demandé à Christelle de venir. Et puis, ben voilà, j'espère qu'on en saura un peu mieux. On a une demi-heure, trois quarts d'heure. Quelque chose me dit, après avoir un peu discuté avec Christelle, ce sera plutôt trois quarts d'heure. Vous voyez, qu'une qu'une demi-heure. Christelle, allez, on va commencer. La tradition veut dans ce salon que on se présente un peu et puis que les invités expliquent comment ils sont arrivés jusqu'à Limoges, là, jusqu'à être directeur, directrice, parce qu'on ne naît pas directeur, on n'est pas directrice, on le devient petit à petit. Donc moi, je n'ai retenu qu'un truc dans votre CV, vous avez été hôtesse de l'air, ça, je crois que c'est gravé dans ma tête pour la vie entière, mais vous avez fait plein d'autres trucs, essayez de me raconter un petit peu ce parcours. Merci Bruno. Oui, c'est un parcours assez éclectique. Alors oui, j'ai été hôtesse de l'air il y a longtemps. Mais ça se voit pas. Ah, il est trop bon. Non, non, j'ai été hôtesse de l'air il y a longtemps. Mais j'ai pas fait que ça, figurez-vous. J'ai été aussi, j'ai beaucoup travaillé dans le commercial, dans un premier temps, dans l'hôtellerie-restauration, où j'ai fait un peu tous les postes, en commençant par plongeuse pour terminer comme sous-directrice d'un hôtel pour le groupe Accor. J'ai travaillé aussi comme responsable des ressources humaines dans une boîte commerciale également. Et puis, au gré de mes chômages, de temps en temps, CDD, chômage, je repartais dans l'hôtellerie. Deuxième maman, hôtellerie. Et puis un jour, vraiment par hasard, je suis arrivée lors d'un forum de l'emploi. On m'a proposé, et c'était l'OFI qui me l'a proposé, un contrat pour l'OFI. Voilà. Début de la carrière à l'OFI, plusieurs mutations, plusieurs postes là aussi. Et puis, ben, ce jour, dans votre salon, en Et tant que voilà, directrice OFI. Et enfin voilà. dans mon salon. Enfin dans mon salon. Alors, moi, ce qui m'intéresse aussi dans ce type de parcours, parce que j'en ai un qui est un peu pareil, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on passe de l'hôtellerie à hôtesse de l'air, à l'OFI, etc. Qu'est-ce qui fait avancer? Est-ce que c'est l'ambition? Est-ce que c'est euh, la capacité à saisir des opportunités? Est-ce que c'est le goût du changement, avoir la bougeotte? C'est quoi qui vous faisait avancer? Moi, personnellement, j'ai beaucoup travaillé parce que j'avais besoin pour acheter à manger ou pour payer un loyer. J'avais pas d'ambition. Non, mais c'est vrai, hein, mais, voilà. Mais vous, quel était votre moteur? Qu'est-ce qui a fait que vous avez avancé comme ça jusqu'à la direction territoriale de l'OFI? Alors, je dirais que dans un premier temps, ça a été un peu la même, hein, Bruno. C'était parce que figurez-vous que l'argent ne tombant pas du ciel, il a un peu fallu faire quelque chose. Donc l'hôtellerie, c'était pratique, hein, fut un temps où ça existait encore. Voilà. Et puis on y trouvait très rapidement du travail. Et puis en plus, on pouvait évoluer très rapidement si on était âpre au labeur. Ensuite, hôtesse de l'air, parce qu'il y a eu une opportunité de formation et que je ne connaissais pas le métier et que cette opportunité de formation la formation était payée, on était rémunéré. J'étais dans une période de chômage. Allez hop, soyons fous, soyons formés. Air Inter nous attendait, youpi. Voilà. Bon, Air Inter ayant été racheté par Air France, bah, l'avion est atterri. Voilà. Et puis après, eh bien écoutez, l'OFI, donc diverses boîtes, entre deux toujours
toujours l'hôtellerie, et l'OFI. L'OFI, l'opportunité. Et je dois dire que j'ai trouvé ma maison. L'OFI, oui, c'est devenu ma maison. Alors qu'au départ, c'était une opportunité. Une opportunité d'emploi. Voilà. Alors justement, on va. Alors, ce que j'aimerais bien qu'on me renvoie, je vois qu'il y a quelques personnes qui regardent, là, vous pouvez mettre un commentaire sur Facebook pour savoir si on entend bien Christelle. Parce que, alors, étonnamment, je vais vous faire des confidences. Moi, quand la caméra n'est pas lancée, je l'entends très bien. Et quand la caméra a démarré, elle baisse d'un ton. Alors Christelle, il faudrait parler un tout petit peu plus fort. Parce que je suis pas sûr que les gens entendent bien. En plus, ce micro, voilà. Quelques soucis, mais vous dites pas de bêtises. Mais non. Alors, ok, on a vu un peu qui vous étiez d'un point de vue perso, qu'est-ce qui avait fait votre parcours aujourd'hui. On va rentrer dans le... Ah, on entend très bien. Merci beaucoup. On entend très bien Christelle, hein, c'est ça, Yash, CH. Je ne sais pas qui vous êtes, écoutez. En tout cas, je suis ravi que vous soyez là. N'hésitez pas à faire des commentaires ou à dire si le son, ça va ou pas. Bon, Christelle, l'OFI, qu'est-ce que c'est? Office français de l'immigration et de l'intégration. Je voudrais que vous nous fassiez une petite présentation assez générale, hein, pas 2 heures, parce qu'on va rentrer dans le détail de vos activités. Et puis, en fait, dans cette phrase, il y a déjà immigration, intégration. On peut, moi je sais que j'ai déjà eu la chance de vous rencontrer, on peut parler de réfugiés. De quoi on parle exactement? À qui ces mots, à quelle situation ces mots renvoient exactement? Parce que je pense que c'est en plus une thématique qui est extrêmement importante pour les gens. Merci. Oui, effectivement, je pense que le vocabulaire qu'on utilise est très important et c'est la première des choses de se baser tous ensemble sur le même vocabulaire. Donc déjà, qu'est-ce que l'OFI? L'Office français de l'immigration et de l'intégration, c'est un établissement public, c'est une administration qui est sous tutelle du ministère de l'Intérieur et dont la vocation est de mettre en œuvre les différentes politiques publiques en matière d'immigration. Voilà, là c'est vraiment schématisé. On est dirigé par un directeur général qui est le préfet Didier Lesky depuis 2015. Et nous avons aussi, donc nous sommes sous tutelle du ministère de l'Intérieur, de la DGEF. Alors, nos activités, parce que dit comme ça, hein, qu'est-ce qu'on fait? À quoi on sert? Moi, vous me divertissez énormément, mais à part ça... Ah, vous êtes trop aimable. Mais je suis heureuse de vous divertir. Parce que, non, je vous dis tout. Elle me dit comment il faut que je m'occupe de mes plantes. C'est lui qui me demande. Mais bon, qu'est-ce que vous faites? À part dire comment s'occuper du ficus? Ouais. D'accord. Écoutez, alors, on est sur différentes branches d'activité, puisqu'on va venir sur tout le parcours de l'immigré. Alors, on va déjà se mettre d'accord sur ce que c'est qu'un immigré. On va d'accord commencer par immigré. Qu'est-ce qu'un immigré? Un immigré, c'est une personne qui quitte son pays pour aller vivre dans un autre pays. Point Quel que soit final. Le motif. Et là, on ne parle pas ni de motif, on ne parle pas de carte de séjour, on parle juste du fait de se mouvoir, partir de son pays, bouger et arriver, avoir la volonté de s'installer dans un autre pays. D'accord. Ça c'est une personne immigrée. C'est une personne qui migre. D'accord. D'accord. Maintenant, une personne réfugiée. Ah, mais c'est pas pareil. Eh bien, dites-moi ce que c'est. Alors, un réfugié. Un réfugié, déjà, il va falloir, avant de parler du réfugié, on va parler du demandeur d'asile. C'est la première des choses. Un demandeur d'asile, c'est une personne qui se dit et qui doit prouver après qu'elle est victime dans son pays et qu'elle peut perdre la vie dans son pays d'origine ou dans le pays dans lequel elle réside habituellement, et qui est obligée de le quitter, et qui demande à un autre pays de bien vouloir la protéger. Donc ça, on est sur la Convention de Genève, on est donc sur la notion de protection internationale. D'accord ? Un demandeur d'asile, c'est la personne qui demande. Ça paraît simpliste comme ça, mais ça ne l'est pas autant que ça. Un réfugié, c'est le demandeur qui a obtenu la protection de l'État où il est allé se protéger. D'accord ? Donc, je résume. L'immigré, c'est la personne qui a bougé, quel que soit le motif. D'accord ?
D'accord. Il bouge, mais il bouge durablement. C'est pas il bouge pas pour les Oui, vacances. on est d'accord. Le demandeur d'asile, c'est la personne qui est en danger dans son pays Qui se sent en d'origine danger et qui demande et l'asile. qui demande l'asile à un autre pays. Ouais. Le réfugié, c'est le demandeur d'asile dont la demande a abouti favorablement. D'accord. Très Ok? bien. Alors, ça, on a compris. Je vous ai posé un peu la même question. Alors, juste d'abord, je voulais vous lire un commentaire, Christelle, parce que je sais que ça vous fait plaisir, mais on est tous pareils, hein. Je m'inquiète. Christelle est une des meilleures dirigeantes de l'OFI, pour ne pas dire la best. Nous avons déjà discuté sur LinkedIn, etc. C'est une vraie professionnelle. Chapeau, chapeau. Alors la jeune femme, enfin la jeune femme ou moins jeune, mais moi je l'imagine jeune, ça, elle s'appelle Yasmine. Donc ça vous dira sans doute quelque chose. Voilà, alors, je vous dirai peut-être après. Alors écoutez, bon, voilà, très bien. Donc déjà vous êtes la best de l'OFI. Écoutez, c'est quel honneur d'être venu jusque chez moi. Euh, on a parlé un peu en préparation à cette émission, justement, parce que moi, je vous connais vous, mais je ne savais pas qu'il y avait toute une équipe derrière. Et justement, donc vous avez pour mission d'accueillir, d'orienter éventuellement, de faciliter l'installation, etc., des personnes. Euh, vous n'êtes pas directement dans le parcours. Moi, je pensais que vous aviez toute une armada là, de travailleurs sociaux, etc., qui accompagnaient les personnes. C'est pas tout à fait comme ça. La mission première de l'OFI, c'est déjà de régulariser la situation administrative, c'est ça, et d'intervenir peut-être sur certains points. D'ailleurs, et on peut le dire maintenant, il y a 24 personnes à la délégation. Donc, grosso modo, que font ces 24 personnes à part dormir quand vous n'êtes pas là? Il est immonde. Il est immonde. Mais franchement. donc, hormis dormir, donc peut-être pour vous expliquer mieux en détail, je vais vous expliquer les missions de l'OFI. Oui. D'accord? On a dans un premier temps une mission sur l'immigration. On va essayer de le faire de manière logique. Ouais. D'accord? Notre émigré, il veut venir en France. Immigration régulière. Donc il demande un visa pour telle ou telle ou telle raison. D'accord? Dans son pays d'origine. Déjà là, sur certaines procédures, l'OFI, sur les procédures d'immigration familiale et sur les procédures d'immigration professionnelle, va intervenir. D'accord. En amont et au moment de l'arrivée. D'accord. En amont et en aval avec la préfecture. D'accord? Ça, c'est un premier stade. Ensuite, on a évoqué tout à l'heure la gestion des demandeurs d'asile. Effectivement, l'OFI a à sa charge toute la gestion du dispositif national des demandeurs d'asile. Concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire qu'on va procéder effectivement à l'accueil concret des demandeurs d'asile, la mise en place de ce que l'on appelle les conditions matérielles d'accueil, le logement. C'est quoi les conditions matérielles d'accueil? L'hébergement, l'allocation des demandeurs d'asile, la mise en place de tout ce qui est sécurité sociale complémentaire, et puis étudier la vulnérabilité. Alors c'est intéressant parce que je voudrais qu'on passe un petit moment là-dessus. On peut savoir, on a le temps. Oui, on a le temps, on a le temps. On est là pour parler d'économie. Au-delà de la mission que vous avez, ce dont vous venez de parler, il y a de l'argent derrière, il y a un coût. Je veux dire, on est là pour faciliter son intégration, etc. etc. Là, on met en place ce qu'il faut pour accueillir les personnes dans de bonnes conditions. Qu'est-ce qui justifie ça? Hormis le côté humain, est-ce que c'est important pour l'économie que les gens soient, on les accompagne tout de suite à s'intégrer, on leur donne de bonnes conditions, voilà. C'est pas si évident que ça. Alors il ne faut pas que ce soit tabou, hein, c'est pas du tout. La question n'est pas du tout provocatrice, mais vous avez parlé d'une allocation. Il y a les loyers. Comment ça se passe concrètement? Est-ce qu'on peut un peu décrypter tout ça? Avec plaisir. Alors, oui, il est indispensable que nous accueillions bien les personnes, les demandeurs d'asile. C'est notre devoir. Voilà, je rappelle qu'il y a la Convention de Genève. Et au-delà de ça, je rappelle quand même qu'on a une tradition voltairienne et que quelque part, c'est notre devoir d'accueillir l'autre, de lui donner
le maximum possible, comme tout à chacun, et de le mettre sur le même pied d'égalité que les autres. Lui donner les conditions suffisantes pour qu'elle puisse, au même titre que les autres, vivre. D'accord? Pour les demandeurs d'asile, donc, on va mettre en place l'hébergement par le biais du dispositif, dispositif national d'accueil. Ce sont des places d'hébergement que l'OFII gère avec nos partenaires d'hébergement. Donc, nous avons notamment, là je vais vous parler du Limousin, la RSL, nous avons Estia, donc ce sont nos collègues. Qui viendront dans ce salon. Oui. Voilà. Ce sont aussi des dames qui sont à la tête. Elles viendront là. Ils passent son temps à faire venir des dames en fait. Voilà. Moi je suis pour la parité, je me dis. Ensuite, il faut effectivement comprendre que ces personnes, même si elles sont hébergées, ont quand même, il faut qu'elles mangent, oui. Concrètement. Concrètement, il faut bien qu'elles mangent. Bien sûr. Bien, donc il y a une petite allocation qui est donnée, de telle manière à ce que la personne puisse subvenir à ses besoins. C'est dans la mesure où elle est hébergée, il n'y a pas non plus, c'est pas une allocation énorme, hein, mais de telle manière à ce qu'elle puisse acheter ses produits d'entretien, ses produits, oui, voilà, l'hygiène, voilà, qu'elle puisse assumer comme tout à chacun son quotidien, d'accord. Après, ça c'est côté, je dirais, demandeur d'asile, d'accord. Maintenant, si on prend le côté réfugié, pourquoi c'est important de travailler sur l'intégration en direct? Voilà des personnes qui ont vécu des choses que nous-mêmes ne souhaiterions pas vivre. Hein. Et je ne sais même pas si nous serions en capacité de traverser. Enfin, moi, personnellement, je ne traverse pas la Libye. Je ne traverse pas le Sahara, je ne traverse pas tout ça. Hein. Je m'assois, je pleure et je meurs. Voilà, tranquillement. Ça fait moins de bruit. Donc, voilà des personnes qui sont capables d'avoir une résilience énorme. Ils sont arrivés en France avec plein d'espoir. Ils ont obtenu leur statut de réfugié. Et à partir de là, si on ne fait rien d'autre, on arrête la mission. Et ça fait quoi? Ça fait des personnes qui vont se retrouver sans rien. Sans rien du tout. Qui n'auront pas eu la possibilité de pouvoir se développer dans une nouvelle culture, dans une nouvelle langue, dans de nouvelles traditions, dans tout ce qui fait une nouvelle société. Donc c'est bien à nous de leur apporter cette capacité. Moi, si demain je vous dis, Bruno, alors il va falloir partir en Chine, hein, c'est sympa la Chine, l'hiver c'est bien froid. Bien voilà. Non, alors Bruno, il va falloir partir en Chine. Par contre, vous êtes gentil, hein, vous vous débrouillez, primo. Et deuxièmement, vous vous débrouillez aussi pour apprendre la langue. Et puis troisièmement, vous allez vous débrouiller pour trouver un boulot. Puis quatrièmement, vous allez vous débrouiller un peu pour tout d'ailleurs. Hein. Et puis surtout, je ne veux pas entendre de critiques. Merci d'avance. Bon, c'est dur, hein? Ouais, c'est clair. Voilà. Alors, on va prendre le temps. Hein. C'est ça qu'il y a de bien dans mon salon, c'est qu'on peut prendre le temps de discuter. Moi, je trouve ça passionnant. Honnêtement, Christelle, je trouve ça passionnant. Je me posais une question. Donc, ok, vous nous avez dit ce que c'est que l'immigration, ce que c'est le statut de réfugié. Vous les accueillez, vous nous dites voilà, on essaie de s'occuper, logement, etc., etc. Logement, allocation, on mange, très bien. Moi, ça me va, jusque-là, ça va. Il n'y a qu'un truc qui me manque, c'est qu'en fait, qui sont ces personnes? Parce que je trouve, dans l'imaginaire collectif, qu'on a un peu, vous me direz si c'est le cas ou pas, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que j'ai fait un reportage avec vous déjà à la télé, mais je pense qu'on imagine facilement que ces gens sont les derniers des derniers dans leur pays, qui savent rien faire, qu'ils n'ont pas de compétences, et moi je voudrais savoir qui sont ces gens. Et je pense qu'on peut avoir des surprises. Qui sont ces gens? Eh bien, il y a de tout. Nous avons aussi bien, effectivement, des personnes qui ont été bergers dans les montagnes de l'Afghanistan, qui n'ont jamais été scolarisés, ni même dans leur langue, qui parlent pachtou ou dari, mais qui ne l'écrivent pas. Donc là, ça va être un peu plus délicat. Que des personnes qui sont journalistes, je pense notamment à une personne en particulier en Syrie, donc lettrés,
que des personnes qui vont être sur des métiers un peu plus middle class. On a vraiment de tout. Toute personne, quand vous êtes dans un pays qui est en guerre ou bien dans un pays qui est, on va dire de manière, en euphémisme, légèrement mouvementé, où il faut savoir courir très vite, et entre les bombes de préférence, tout le monde fuit. Aussi bien la personne, aussi bien le médecin, que le berger, que l'instituteur, tout le monde fuit. C'est un réflexe animal. Tout le monde fuit le danger pour sauver sa peau. Alors, moi, j'ai besoin d'y aller étape par étape. Prendre des précautions. Ça, j'ai bien compris. Je vois beaucoup mieux ce que vous faites, vous et vos collègues. Hein. J'espère qu'il y en a qui, bien sûr, j'espère qu'il y en a qui regardent. Et bien sûr, je ne pense pas que vous dormez. Ou en tout cas, si vous dormez, il ne faut pas que je le dise à la patronne. Bon, c'est pas ça. Euh, euh, L'important, c'est de réussir l'accueil, de réussir l'intégration. Ce sont des gens, au départ, quand même, moi je me permets de le dire, quand même, qui ont de sacrées capacités et un sacré instinct de survie, parce que moi j'ai bossé à Orléans, ça a été une catastrophe dans ma vie. Alors imaginez si j'arrivais du Sahel ou de je sais pas où, bon, voilà. Toujours est-il que, voilà, l'important, c'est de bien les accueillir pour tout le monde, pour eux et pour le pays d'accueil. Vous l'avez dit, tout ça se place sur un cheminement. On a bien parlé de l'arrivée. Maintenant, je voudrais qu'on parle de l'intégration. L'intégration, c'est pas simplement leur ouvrir, leur donner un loyer, leur donner une allocation. Et je le sais parce que je suis venu vous voir. C'est également mettre en place des actions, les accompagner à participer à des actions. Vous allez nous dire lesquelles. Ce qui est très intéressant, c'est que ce sont des actions qui bien souvent sont transversales, c'est-à-dire qu'elles favorisent la mobilisation de différents acteurs, de différentes compétences. Quelles sont ces actions? Quels sont ces partenaires? Pourquoi faire? Allez-y. Merci. Alors, effectivement, il faut replacer, si vous voulez bien, on va replacer tout ça sur la nouvelle politique, enfin nouvelle. Repartons en 2018. Allez. C'est pas vieux. Non, c'est pour ça que je peux encore dire nouvelle. Repartons en 2018, 5 juin 2018. Refonte de la politique d'intégration, de l'accueil et de l'intégration. Création du comité interministériel à l'accueil et à l'intégration, ce qu'on appelle en jargon le C2I. Voilà. Et volonté de placer la formation professionnelle et surtout l'intégration professionnelle dans tout le dispositif d'intégration. Et bien sûr, tout cela ajouté au dispositif d'intégration OFII. D'accord ? Donc, voilà, je dirais, le chapeautage de 2018. Avant, il y en avait quand même d'autres. Hein. Oui. Voilà. À partir de là, nous avons effectivement un préfet délégué interministériel, délégué à l'intégration et à l'accueil des populations, qui est le préfet Alain Régnier, qui va, je dirais, harmoniser de manière interministérielle tous les ministères qui sont concernés, qui peuvent être concernés par ce parcours d'un étranger qui a un titre de séjour et qui doit maintenant résider sur le territoire français. Bien sûr, tout cela se fait avec l'OFII, puisque l'OFII fait partie également de ce dispositif, et que notre contrat d'intégration républicain est la première pierre, c'est la pierre angulaire de tout ce parcours. Parce que forcément, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, hein, quand on arrive dans un pays, il faut parler la langue. Donc il y a différentes possibilités. Donc, par le biais du contrat d'intégration républicain, on a différents socles. Un premier socle de 600 heures, un second socle de 150 heures, un troisième socle de 50 heures. C'est quoi ces socles? Ce sont des actions de formation? Ce sont les formations effectivement de français, donc de français langues étrangères. On ne parle pas là de français langue professionnelle, hein. Oui. On parle de français langues étrangères, qui sont accessibles via le contrat d'intégration républicain de l'OFII. À ces formations, donc c'est en augmentant de niveau, d'accord ? À ces formations sont aussi prévues des formations civiques. Parce que c'est bien beau de parler la langue,
Mais Connaître si on ne connaît pas l'environnement citoyen dans lequel on va évoluer, ça ne va pas servir à grand-chose, hein. Donc il y a à ce contrat d'intégration républicaine, il y a 4 journées de formation civique qui sont diluées sur une année entière pour voir justement la progression de la personne, qui vont lui permettre d'appréhender au fur et à mesure de sa progression telle ou telle partie de notre République. D'accord? Ça, c'est, je dirais, les premières marches. C'est obligatoire ça? Ah oui. C'est obligatoire. Ah oui, ça oui, fait oui. partie des démarches premières. Ça fait partie. Là, on parlait des réfugiés, d'accord? Ouais. Mais là c'est pour toute personne qui va avoir un titre de séjour durable en France. Ça fait partie de la première marche, si vous voulez faire l'escalier. C'est pas compliqué, hein? C'est obligatoire, c'est impératif, d'accord? Et puis, bah, justement, mes agents qui ne dorment pas. Bien sûr. Pas toute la journée. Oh. Mes agents. Donc du moins dans le bureau accueil et intégration, passent beaucoup de leur temps justement à vérifier qu'un tel ou un tel soit bien allé en formation, mais pourquoi il n'y est pas allé, mais pourquoi il était prévu sur telle formation, qu'est-ce qu'il a fait, etc., etc. On l'appelle, on voit, c'est vraiment de la gestion personne par personne, et je ne dis pas dossier par dossier. Oui, oui. Je rappelle que nous travaillons pour l'humain, pour et avec l'humain, d'accord? Donc on va voir avec la personne, on va la reconvoquer, voir pourquoi ça ne va pas, voir pourquoi elle n'est pas présente, etc., etc. Mais tout ça, ça ne suffit pas. Bon, une fois qu'il a appris la langue française et qu'il a appris les possibilités, les impératifs de la société et de la République, ça ne suffit pas. Il va falloir effectivement qu'on aille plus loin, qu'on lui ouvre la porte sur des champs de métiers. Donc, à partir de là, il y a différentes actions, tant nationales que locales, qui sont développées. Donc, nationales par le biais du C2I, et après, il y a des déclinaisons locales. Pour être très concrète, sur la Haute-Vienne, nous avons monsieur le secrétaire général Jérôme Decour, qui est le délégué départemental de l'intégration sur la Haute-Vienne, et qui va régulièrement nous réunir. Quand je dis nous, c'est ma collègue directrice de la DDCS, Marie-Pierre Muller, c'est ma collègue de la Directe, et oui, Nathalie Roudier, c'est voilà pour nous dire. Salut, j'attends dans ce voilà. bureau. J'attends, j'ai invité, j'attends. Non mais Nathalie, ça va, il y a un petit jus de pomme super sympa. et on va vraiment organiser entre nous, voir comment on peut mutualiser les budgets de l'État, les énergies, les budgets, et comment on va non pas faire un millefeuille, mais un parcours. Un parcours. Quand il y a eu le PIAL, le plan d'investissement par la langue qui a été créé, c'est vraiment essayer de faire en sorte que les personnes puissent, via le vecteur de la langue, intégrer tel ou tel métier. Voilà. Il y a différentes actions qui sont menées, et chaque action va être, je dirais, adaptée à une typologie de personnes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a par exemple, je reprends le cas des réfugiés, mais on va être beaucoup plus large, hein. On va partir sur toute personne migrante qui a une carte de séjour. Vous avez compris tout à l'heure qu'on a des personnes de tous horizons, tout pays, toute langue, toute culture, tout niveau socio-professionnel, et qu'il va être très difficile, si on fait une seule route, de faire rentrer tout le monde dans la même route. Ça ne va pas être possible. Donc à partir de là, il va falloir vraiment faire différentes possibilités pour différents types, je dirais, de personnes. Et en fonction de cela, on va pouvoir aider au mieux et orienter au mieux les personnes. D'accord ? Très bien, j'ai compris la mécanique. Maintenant, vous savez, je suis un garçon, moi. Moi, j'ai besoin qu'on m'explique, j'ai besoin de voir, j'ai besoin qu'on me décrive. Ok, on a compris l'individualisation des parcours, les socles, très bien, impeccable. Moi, maintenant, je veux savoir, j'aimerais savoir, sur la Haute-Vienne, par exemple, quelles actions existent, qu'est-ce qu'on fait dans ces actions pour accompagner ces personnes vers
soit des compétences professionnelles, soit des diplômes, soit en tout cas, est-ce que d'ailleurs on tend plutôt vers des métiers porteurs ou alors tout type de métier? Voilà, quels sont les partenaires et qu'est-ce qu'ils font? Alors, Alors il y avait la sécurité. oui, la sécurité, je vous en Allez, parlais tout à l'heure. ouais, ouais. Voilà. On va repartir du côté logique temporel, d'accord? Partons déjà reprenons le cas des réfugiés. Des réfugiés qui ont un besoin, une vulnérabilité plus grande vont être placés dans ce qu'on appelle un centre provisoire d'hébergement, un CPH, d'accord? Mhm. Et là, par exemple, c'est l'équipe sociale de la RSL Oui. qui va se mettre, je dirais, tout autour de la personne pour pouvoir l'apporter, au sens noble du terme, et lui indiquer, voilà, travailler avec elle sur son projet professionnel. À partir de là, toute l'équipe, on est vraiment en partenariat étroit avec la RSL. Hein, voilà, on va, par exemple, leur dire, on va voir ensemble, on a des réunions mensuelles. Bah, tiens, cette personne-là, on l'avait plutôt orientée vers telle ou telle, vers l'électricité. Ouais. Bon, C'est comme ça. a priori, c'est pas ça, hein, ça va pas le faire en électricité. Bon, il a changé entre-temps, il a vu une démo sur du carrelage. Oh, tiens, c'est le carrelage. Bon, c'est parti, c'est du carrelage. Voilà. Nous, par exemple, l'OFI Limoges, nous avons une trentaine de partenariats avec différents partenaires, aussi bien avec la RSL qu'avec la Fédération Compagnonique du bâtiment. On salue, attendez, juste. On salue Pablo. Pablo, si tu nous regardes, elle m'a dit, Pablo, Christelle, que tu travaillais bien. Hein. C'était un peu bizarre, mais tu travaillais bien. Je salue surtout Maude et Agnès. Non, non, c'est trop tard, c'est trop tard. Maude aussi, mais elle a pas dit que Maude était bizarre. Ouais. Hein. Non, c'est que Pablo. Bon, donc, voilà, donc on travaille beaucoup avec la Fédération Compagnonique, on travaille beaucoup avec l'AFPA. Là, on vient de signer une convention, comme je disais en rigolant à Patrice Osméry, qu'après 4 ans de flirt, l'AFPA, après 4 ans de flirt ininterrompu avec l'AFPA, nous avions signé un PAX. Oui, mais que voulez-vous? Voilà, et qui va nous permettre justement de pouvoir favoriser le placement de nos signataires CIR sur toutes les formations. On a également donc la plateforme PAIR qui est un consortium dirigé par Estia. Donc un grand bonjour à Magali Ménérol. Magali, voilà. c'est ta place et pour toi. C'est ça, non, on y est bien. La place à l'OFI, la place dans le fauteuil, Magali. La plateforme PAIR, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça permet vraiment de lever les freins, de prendre une personne qui n'y arrive pas. Voilà. Et d'étudier pourquoi elle n'y arrive pas. Et à partir de là, on va lever les freins au fur et à mesure pour arriver à un aboutissement. Donc la plateforme PAIR, c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà, un autre partenaire qui est génial, c'est Terre de Cabane. Terre de Cabane, qui est une association donc, qui est basée au sein de l'AFPA et qui va permettre sur le thème de l'éco-responsabilité d'apprendre justement comment devenir plus éco-responsable. Voilà, on a énormément de partenaires. Vous me parliez tout à l'heure de l'opération sécurité, alors ça c'est encore autre chose. Ça c'est carrément un dispositif que l'OFI, enfin que l'ADT a créé avec un centre de formation. Vous pouvez le citer. Hein. Oui, d'accord, merci. Donc donc l'ADT a créé ça, j'ai créé ça avec Olivier Sellerier, qui est directeur du centre sécurité et incendie Nouvelle-Aquitaine. Ouais. Et en fait, c'est parti d'un constat tout simple, c'est que lui, de par son réseau de partenaires, avait des entreprises de sécurité qui recherchaient et qui ne trouvaient pas. Et moi, ça tombe bien parce que ça tombe très bien, j'ai des gens qui sont volontaires et qui ont besoin de travailler, de se former. Donc, 1 et 1, ça fait 2. Et à partir de là, on a développé tout un dispositif, sécurité, vecteur d'intégration. Et entre parenthèses, pas si bête que ça, puisqu'il vient d'être reconnu comme projet structurant par Madame la préfète de région. Alors pour le coup, là, j'ai été les voir, les stagiaires. J'étais voir, c'était super. On a été super bien accueillis, ils étaient vraiment très gentils. Même le centre de formation, c'était super.
Bon, il y a du monde, hein. Mais alors, tous ces gens. Ah, Olivier Sellerier. Et oui, Olivier Sellerier, il est très fier de ce partenariat. Ben merci, voilà. Donc, et puis c'est gratuit, Olivier. Elle dit du bien, mais c'est gratuit. Il n'y a pas besoin de payer. J'en profite, grosso modo, on va finir d'ici une dizaine de minutes. Si vous avez des questions, c'est la première fois, Christelle, qu'on a autant de réactions, hein. Bon, après, je sais pas, est-ce que c'est des amis, ils disent tous du bien. Alors, ce qui me gêne, c'est qu'ils disent tous du bien d'elle. Moi, bien sûr, je compte pas. Moi, je suis une bille. C'est pas grave, j'ai l'habitude. Quand on a un physique comme le mien, on sait ce qu'on en est. Ah, Bon, mais ça, c'est parce pas qu'on va ça. traiter le ficus. C'est là le ficus. J'avais une petite question. Alors, je suis un peu gêné parce que j'ai beaucoup travaillé dans la formation et je fais très attention au bilan. Bien souvent, on annonce ce qu'on veut annoncer sur des bilans. Mais par contre, je sais que vous êtes honnête. Et moi, j'aimerais savoir toutes ces choses qui sont mises en place. Merci Fabien Géraud de me dire que je suis au top. Heureusement que tu es là, Fabien. Euh, je sais que vous êtes honnête, je sais que vous êtes convaincu. On va prendre les choses un peu différemment. Aujourd'hui, parmi toutes ces actions que vous menez, est-ce que foncièrement, on arrive aux objectifs? C'est-à-dire l'objectif, c'est d'accompagner le maximum de personnes vers une intégration réussie. Et effectivement, quand il y a l'emploi, c'est quand même plus simple, l'emploi ou la formation. On est bien d'accord, en sachant que quelqu'un qui ne veut pas, vous pouvez déployer tout ce que vous voulez, ça ne le fera pas. Ça, c'est la première chose. Donc, avoir une vision un peu, voilà. Est-ce que aujourd'hui ça marche? Quelles sont les marges de progression qu'on pourrait avoir éventuellement? Et, qu'est-ce qui éventuellement, qu'est-ce qui n'a pas marché ou qu'est-ce qui ne marche pas? Voilà, dans cette démarche-là, sur quoi on peut appuyer. Je sais que vous êtes très attaché au partenariat. Moi, je crois énormément beaucoup, enfin aussi beaucoup à la mise en complémentarité des expertises. Quand elles sont au service d'un même parcours, je pense vraiment que c'est intéressant. Mais voilà, est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce qui fonctionne bien? Qu'est-ce qui fonctionne moins bien? Et qu'est-ce qu'éventuellement on aurait intérêt à développer? D'accord. À mon sens, dès lors que vous faites une chaîne d'union, ça fonctionne. Ça ne peut que fonctionner. D'accord? Parce que dès lors où vous allez dans le même sens et où vous souhaitez ensemble développer pour autrui, ça ne peut que fonctionner. Ça, c'est ma conviction personnelle. Ensuite, oui, ça fonctionne. Et je ne le dis pas parce que je crains que mon directeur général ne regarde. Si vous voyez un mot, le directeur général, si vous voulez venir, monsieur le directeur général, elle a dit que du bien aussi, hein, je vous le dis. Merci. Oui, ça fonctionne bien. Ça fonctionne même très bien, puisque là, vous savez bien que début d'année, on est tous dans nos bilans, dans nos chiffres, les rapports d'activité, etc., etc. J'avais une grosse inquiétude par rapport à 2020 avec Covid. Je me suis dit, oula, là, ça va pas être bon. Eh bien, écoutez, c'est absolument pas si catastrophique que ça. Sur 2019, j'étais à 85% d'intégration sur tous mes signataires CIR. Ça veut dire quoi, intégration? Alors intégration pour moi, c'est soit mise en emploi longue durée, et je m'excuse auprès de Carole Sylvestre d'Acto parce que oui, Carole, je compte aussi les emplois de longue durée dans le domaine de l'intérim. J'ai retenu la leçon, Carole. Voilà. Ou bien des actions de formation qualifiantes qui vont déboucher par la suite. Voilà. Ça, 85%, c'est bien. Ça, c'était en 2019. Bon, là, on a baissé un petit peu. On n'est plus qu'à 82%. Mais je m'attendais à une catastrophe. Je m'attendais vraiment à une catastrophe. Ça n'a pas été. Et je dois avouer quand même que c'est vraiment l'action sécurité qui a fait la différence. Parce que l'année dernière, jusqu'à encore ce début d'année, on a quand même réussi à placer plus de 57 personnes en emploi sur toute la France. Et là, c'est des réfugiés uniquement, d'accord? Donc, ça a vraiment fait la différence. Ça fonctionne. Que changer? Je dirais que si le C2I interroge la Haute-Vienne, c'est peut-être parce qu'il n'y a peut-être pas tant que ça a changé. Ah oui. Voilà.
C'est peut-être parce qu'on n'est pas si mauvais que ça dans le Limousin, enfin dans l'ex-Limousin. Voilà, On a des atouts. on a plein de choses, On a la proximité. on a plein de choses. C'est plus facile. C'est vrai que c'est plus facile, quel que soit le domaine, de développer des partenariats et des choses cohérentes sur un territoire à taille humaine où on peut rencontrer les gens. Vous m'avez dit à quel point c'était important pour vous de rencontrer les gens physiquement. Moi aussi, hein, je trouve que alors c'est vrai que c'est moins le cas aujourd'hui, mais je sais que c'était facile de faire 1 heure pour aller à l'autre bout du Limousin et serrer la main. C'est un peu plus compliqué, je m'excuse les gens de Bordeaux, de monter à Bordeaux, où déjà ils savent tout, et puis on leur serre pas la main. Bon, ça c'est dit, c'est dit. Je m'apprête à prendre le maquis. Voilà. Bon. Si, je suis pas revenu, j'ai beaucoup de mal à m'en remettre. Un partenariat avec un excellent partenaire, Jeff Pech de Vol Citoyen, qui va venir faire des actions sur la base du rugby sur Limoges. Alors non. Ouais, mais bon, en fait, c'est parce qu'elle a un fait pour les rugbymen, c'est tout. Non, c'est bien. Non, mais je dis ça pour rire, mais on était capitale régionale. Avant, j'ai connu cette période, on était les rois du monde et aujourd'hui, on n'est plus les rois du monde. Christelle, oui. Alors je le dis aussi parce qu'on va bientôt finir, donc si vous avez des questions, posez-les maintenant. Il y a Tania qui dit, est-ce qu'on peut, à travers Christelle, connaître le nombre des immigrés à Limoges? Ça, je pense que c'est impossible. Le nombre des immigrés. Alors, je vous rappelle, alors peut-être que Tania n'était pas là au départ, peut-être qu'elle est arrivée après. Les immigrés, c'est juste des personnes qui bougent de pays. Oui. Donc le nombre des immigrés, sincèrement, non, je ne peux pas vous le donner. Je ne peux absolument pas vous donner le nombre de personnes qui bougent d'un pays à un autre sur Limoges. Moi, ce que je peux éventuellement vous donner, si vous voulez absolument des chiffres, parce que je sais qu'on aime bien les chiffres, c'est le nombre de nouveaux signataires CIR, donc de nouvelles personnes qui ont signé le contrat d'intégration républicaine en 2020 sur la Haute-Vienne. Alors ça, si c'est quelque chose qui vous... Eh bien oui, voilà. Moi, ça m'intéresse. On a eu 651 nouvelles personnes qui ont signé un contrat d'intégration, tout statut confondu, hein, d'accord donc quand je parle de statut, je parle on va dire de raison et de titres de séjour, d'accord, confondus, qui sont arrivés l'année dernière sur la Haute-Vienne. Voilà. Voilà, il suffit de demander des chiffres et elle est top. De toute façon, dans ce salon, il n'y a que du top. Hein. Je fais venir que le gratin. Sachez-le, ça n'est que le gratin. Moi, je parle des coques avec le gratin. Les sous-fifres et tout, j'en veux pas. Bon, vous l'avez compris, hein, il y a un peu de rigolade. C'est pas parce qu'on parle des coachs, chose très sérieuse, c'est très sérieux, qu'on ne peut pas avoir un peu de légèreté. Voilà, on se rapproche de la fin et là, je fais tout ce que je peux pour faire durer. Je suis ravi qu'elle soit là. Mais voilà, donc je vous le dis tout de suite, si vous avez une question, c'est le moment parce que moi, je vais passer à la dernière question. La dernière question, c'est comme la première. C'est un peu perso, donc Christelle, à la tête de 24 personnes toute la journée, des choses très sérieuses à penser toute la journée, beaucoup de partenaires, choses comme ça. Et puis le soir, on rentre à la maison. Alors, je ne vais pas vous dire combien elle a de chats. Je ne vais pas vous le dire. Parce que ça ni de chien. Ça se dit pas. Elle a qu'un chien et les 6 chats, elle m'a dit, vous n'en parlez pas. Donc, j'en parle pas. Je parle pas des 6 chats. Mais, quand on rentre à la maison, moi, en ce moment, je rentre à la maison. Alors, je suis bien, je suis content, je vois des gens comme vous, ça me fait plaisir et tout, mais j'aime pas le masque. J'aime pas ne pas aller faire mes courses quand j'en ai envie. Voilà, la Covid me tracasse pour ça et puis aussi pour des personnes que je connais où je peux avoir peur, des choses comme ça. Quand Christelle Lelay débranche, parce qu'il faut quand même débrancher Christelle par moment, quand vous rentrez à la maison, que vous inspire la période actuelle le plus simplement possible, hein, voilà. Alors déjà, on va arriver sur un petit problème parce qu'en fait, je ne débranche pas. Et voilà. Voilà, on va être très clair, mon téléphone pro est en permanence à côté de moi, nuit comprise. Mon téléphone perso est relégué dans le fond du sac, dans le couloir. Voilà. Donc c'est... Voilà, là je sais qu'il y a un souci là par contre. C'est pas une vie. Mais si, elle est très chouette ma vie. Après, alors déjà, un petit truc. Je sais que l'Académie française a tranché sur la Covid. Moi, je sais pas. Je ne sais pas. Ça m'ennuie cette histoire de la Covid.
Si quelqu'un sait pourquoi on dit la Covid, on dit là parce que l'Académie française a tranché. Mais bon, bref. Enfin, moi, j'aime bien le Covid. C'est un virus. Hein, voilà. Sincèrement, hormis effectivement, très sérieusement, je me dis que voilà, il y a des professions qui en souffrent et je suis un peu, enfin, je suis assez par terre là-dessus. Autrement, je suis pas stressée par ça. Très sincèrement, je dirais que je suis plus stressée par savoir quel prochain projet je vais pouvoir mettre en œuvre, comment je vais le mettre en œuvre, où est-ce que je vais trouver des financements, où, quand, quoi, comment. Elle est intéressée par les financements. Voilà, moi, je voulais lui compter fleurette. Non, elle cherche des financements. Ouais. Et des idées que voilà, je réfléchis tout le temps à ça, quoi. Écoutez, j'ai fait durer tout ce que j'ai pu. De ceci dit, elle avait énormément de choses intéressantes à dire. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Christelle. Moi, j'ai trouvé ça très sympa. Merci Marion. Marion qui nous dit c'est une très bonne interview. Vous êtes très professionnels tous les deux. Écoutez, on essaye. On essaye en tout cas. Moi, je ne sais pas, mais Christelle, croyez-moi, c'est quelqu'un d'extrêmement sérieux. Elle a de la bonne humeur. Tout était préparé. Tout était extrêmement clair. Et ça, c'est intéressant. C'est pour ça que je pense qu'elle n'a aucun souci pour mettre des parcours en place, parce que quand on interviewe des gens comme ça, on se rend compte qu'il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui ont du mal à parler de ce qu'elles font parce qu'elles le connaissent tellement bien qu'elles ont du mal à le communiquer. Et puis il y a des personnes qui le racontent parce qu'elles le vivent. Et Christelle, c'est le cas. Elle le raconte extrêmement bien. J'ai tout compris. Et Dieu sait, je suis un garçon, moi, vous savez, donc je suis assez bas de plafond en général. Je comprends pas tout, c'est pour ça que je pose des questions extrêmement simples. On dit putain, il pose des bonnes questions. Non, regardez bien, c'est toujours les mêmes. C'est comment on fait, voilà. En tout cas, c'était super intéressant. Merci beaucoup. Je vois que vous avez beaucoup de partenaires. Dites-leur de venir dans mon salon. J'ai des choses à voir avec eux, oui, et avec elles. Moi, ben voilà, je vais vous quitter. Vous pourrez retrouver l'émission sur la page Facebook. Là, je vais faire un petit montage ce soir et puis je vais la remettre, je vais la rediffuser. Et puis je voulais vous dire que la semaine prochaine, ça sera une semaine un peu spéciale, puisque mercredi soir, donc j'aurai Catherine Pelletier qui est la directrice de la CPAM de Limoges. Alors Catherine Pelletier, s'il y a bien quelqu'un qui a du taf en ce moment, c'est bien elle, avec ses histoires de Covid. Et ce qui est intéressant, c'est que je veux qu'elle m'explique un peu comment il s'adapte et comment il gère cette histoire de Covid. Et aussi, j'ai envie de parler ressources humaines avec elle, parce que vous le savez, je publie des offres d'emploi sur un site qui s'appelle Emploi Nouvelle-Aquitaine. Et je vois qu'il y a beaucoup d'offres. Donc, comment on gère cet afflux de personnel? Ça sera le mercredi. Et puis le jeudi, c'est un peu particulier. On fera 2 jours. Je n'enlèverai pas les projos et tout. Je vais recevoir Monsieur Jean-Claude Lebois, qui est président du conseil départemental. Et je vais lui demander un peu quelles sont les missions en matière d'économie d'un conseil départemental. Parce qu'il ne faut pas croire, c'est pas parce que c'est une collectivité qu'il n'y a pas d'argent autour, qu'ils n'ont pas des leviers un peu pour faire fonctionner l'économie. Ça me semblait intéressant. Donc, il y aura Jean-Claude Lebois. Et puis la semaine d'après, puisqu'on est en train de parler d'élus, il y aura aussi Guillaume Guérin qui va venir. Guillaume Guérin va venir dans ce bureau. Guillaume Guérin qui est le président de Limoges Agglo. Là, c'est pareil. Là, il a un mandat. Je veux qu'il me dise déjà qui il est, parce que je ne le connais pas, je ne l'ai jamais interviewé. J'espère qu'il va me raconter de belles histoires. Et puis, je veux qu'il m'explique un peu quelle est sa vision économique de Limoges Agglo, parce que ça m'intéresse. Et puis, ça vous intéresse aussi, parce que l'éco, c'est la vie. Voilà. Merci beaucoup, Christelle. Merci. À très bientôt. Bruno, est-ce que je peux me permettre de vous prendre en otage? Prenez-moi en otage. Allez-y. On va certainement monter avec... donc j'ai rencontré Maxime Bonpays, le directeur régional d'Acto, la semaine dernière. On va certainement monter un joli projet sur les industries du luxe à Limoges. Et je me demande si vous accepteriez de nous suivre. Bien sûr, mais ben voilà. Bien sûr, donc vous nous suivrez avec Carole et Maxime. Exactement. Eh bien merci. Exactement. Merci à tout le monde qui est venu. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Vous pouvez aller manger maintenant. Vous pouvez aller rejoindre votre femme, votre mari. Écoutez, maintenant que vous nous laissez. Merci beaucoup, à très bientôt. Puis n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et merci beaucoup pour... franchement, hein, vous avez beaucoup de commentaires, des gens qui vous aiment beaucoup. Franchement, c'est très intéressant. À très bientôt. Allez, ce coup-ci, je vais me coucher. Au revoir. Au revoir.